Et je pense que l'important, c'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Moi, je fais pas du sport pour faire du sport, ou je me lance pas des défis pour me lancer des défis. C'est vraiment, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et pour moi, traverser le Grand Canyon, c'était quelque chose de mythique et d'extraordinaire. Et l'objectif, c'était de prendre du plaisir. Et je savais que pour prendre du plaisir, il fallait beaucoup s'entraîner. Je me suis beaucoup entraîné et puis j'ai pris beaucoup de plaisir surtout. C'est vrai que pour moi, la nature, c'est quelque chose qui est très important. C'est là où je me ressource. Et je pense que c'est là aussi où beaucoup de gens se ressourcent. Et je pense que c'est là aussi, la nature, c'est un endroit où beaucoup de monde devrait se ressourcer, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Et je sais que moi, la nature m'a apporté énormément de stabilité dans ma vie. Et je souhaite transmettre ça à mes enfants parce que je sais que quand ils seront grands, ça va les aider. Partir dans la nature, ça fait énormément de bien à la santé mentale. Et je souhaite, et je leur transmets ça en fait. Anatole France disait « Nous vivons trop dans les livres et pas assez dans la nature ». Et on peut dire que cet adage fait foi dans la vie de Paul Tanis, notre French expat de la semaine. Paul a grandi dans le sud-ouest de la France avec un papa français et une maman américaine. Son attachement au pays de sa maman est intimement lié à son amour de la nature, qu'il a découvert dans les Catskills, ces belles montagnes de l'État de New York. Et la nature, vous venez de l'entendre, c'est là qu'il se ressource. Et si la découverte de celle-ci est une de ses activités préférées en famille, aujourd'hui, Paul va nous raconter une aventure solo au cours de laquelle il a littéralement repoussé toutes les limites. Début octobre dernier, Paul et son ami Michael ont réalisé l'exploit de parcourir un sentier de randonnée célèbre dans le monde entier, le Rim to Rim, dans le Grand Canyon. Un aller-retour de plus de 80 km en autonomie avec près de 2000 mètres de dénivelé et une très forte chaleur au cœur du canyon. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce périple intense en émotions et en découvertes, mais aussi un voyage intérieur que Paul Tanis a la générosité de partager avec nous. En plus, on a sacrément de la chance puisque Paul a enregistré une sorte de journal audio pendant cette folle journée qu'il nous a donné l'autorisation d'utiliser dans cet épisode, ce qui va vous permettre de vivre avec lui cette traversée hors du commun, comme si vous y étiez. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur Andrely et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Salut, je m'appelle Paul, je suis franco-américain et j'habite aux États-Unis depuis 8 ans avec ma femme et mes 2 enfants qui sont aussi franco-américains. Et ça va faire maintenant 8 ans qu'on habite en Californie et je suis un passionné de nature et de outdoor. Alors j'ai grandi principalement en région parisienne, mais mes racines sont toulousaines, donc Toulouse du côté de mon père. Et ma mère est américaine, de l'État de New York, juste au sud des Adirondacks. Franco-américain, Paul n'a pourtant jamais vraiment grandi avec l'idée de partir vivre à l'étranger, et encore moins aux États-Unis. Au contraire même. Jeune parent depuis quelques mois, habitant en région parisienne, Paul et sa femme rêvent de bord de mer et s'imaginent plutôt sur la côte atlantique française, mais malheureusement ne trouvent pas l'opportunité leur permettant de s'y installer. Après des expériences professionnelles en Australie, en Chine, en Roumanie ou encore au Moyen-Orient, les jeunes amoureux commencent alors à s'imaginer au bord de l'eau, mais plutôt aux États-Unis. Et finalement, après avoir envoyé quelques candidatures, le voilà avec des pistes très sérieuses à considérer et une folle envie de tenter l'aventure en famille. Et pour cela, direction Los Angeles dans un premier temps, puis Sacramento, la capitale de Californie pendant près de 4 ans, pour enfin revenir dans la région initiale, mais cette fois-ci à Santa Monica, d'où Paul nous parle aujourd'hui, et une ville dans laquelle il aime à dire que lui et sa famille vivent leur meilleure vie au plus près de la nature. Une de ses premières passions. Oh là là. Oh, he's beautiful. Look at that. Look at this.
Et justement, la nature, les exploits, le sport, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de tendre mon micro à Paul aujourd'hui. Il y a à peine 10 jours, au moment où nous enregistrons cet épisode, Paul réalisait, on peut le dire, un exploit sportif au Grand Canyon. Je laisse vous raconter. Il y a 10 jours, j'ai fait une double traversée même du Grand Canyon. Donc double, c'est-à-dire aller-retour. Aller-retour, voilà. Donc dans la largeur, parce que la longueur c'est quand même 400 km, donc faire l'aller-retour c'est quand même autre chose. Donc dans la largeur, ça fait quand même c'est 40 km de traversée. Donc l'aller-retour fait 80 km. Il y a un chemin qui permet de traverser et qui relie les deux rives. Il y a la rive sud et la rive nord, qui sont connectés par ce chemin. Donc, ça s'appelle le Rim to Rim. Rim, ça veut dire la rive. Et donc, c'est un chemin qui est très connu aux États-Unis. Et donc, il y a beaucoup de gens qui le font. Sur une journée, sur 2 jours ou sur 3 jours, il est possible de camper dans le Grand Canyon. Il y a des gens qui le font en courant, il y en a un petit peu moins. Et il y a encore moins de gens qui font l'aller-retour dans la journée. Il y a quelques extraterrestres dont je fais partie. Et qui ont fait les retours en courant. Donc une énorme journée dans le canyon en communion avec la nature et à se dépasser pour profiter à fond de ce lieu et de s'imprégner du lieu et de profiter de la nature tout simplement. C'était la première fois que j'empruntais ce chemin. J'étais déjà descendu dans le canyon il y a à peu près 5 ou 6 ans de ça. J'étais descendu sur un autre chemin qui s'appelle le Hermit Trail, qui est un chemin qui est bien plus reculé que celui que j'ai emprunté. Donc, il m'a donné une expérience. J'en voulais plus. En fait, je l'ai fait, j'ai adoré. Je l'ai fait sur 2 jours. J'avais campé en bas sur les berges du Colorado et j'étais remonté le lendemain. Mais j'étais parti. J'avais un énorme sac. Je savais pas trop à quoi m'attendre dans le Grand Canyon. Donc, j'étais parti un peu suréquipé pour faire face aux inattendus. Et puis là j'ai tout ce retour d'expérience de cette expérience-là. Et puis je me suis dit en fait il est tout à fait possible de partir en plus léger. Je voulais être plus rapide. Et du coup je me suis lancé cet objectif-là. La première fois que ça m'a traversé l'esprit, je pense que c'était une des premières fois où j'étais allé dans le Grand Canyon, c'était il y a à peu près une dizaine d'années où je l'avais vu. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un chemin qui permettait de relier les deux rives. Et je me suis dit, ça, c'est un truc qui est à faire. Et puis après, il y a eu plusieurs fois, je suis retombé sur des magazines ou des sites internet qui montraient ce chemin, comme quoi c'était vraiment un chemin qui était mythique. Et puis en revenant sur Santa Monica, j'ai fait une rencontre, Michael, il s'appelle, avec qui on partage beaucoup de temps en course à pied ensemble. Puis très rapidement, on en a parlé, et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien faire le Rim to Rim. Et puis c'était un de ses rêves aussi. Et puis on s'est dit allez banco, on va le faire et on va se préparer pour ça. Au départ, on s'était dit, on a commencé à en discuter. C'était en juin de l'année dernière et on s'est dit on va le faire au printemps de cette année. Donc c'était on voulait faire au mois de mai-juin. Et en fait en février on a fait 110 km d'un coup et en fait, on a mis nos corps ont mis 4-5 mois pour s'en remettre. Donc, on n'a pas pu. On a traversé les Santa Monica Mountains. C'est une rando qui fait 110 km. On l'a fait d'une traite. Et là, on s'était entraîné pour ça. On n'avait pas l'habitude. Et ça nous a calmé pendant plusieurs mois. Et du coup, on a mis en stand-by notre plan de faire le Grand Canyon le temps que nos corps s'en remettent. Et puis finalement, on a refait une période d'entraînement de à peu près du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Donc on a eu une deuxième période de 6 mois d'entraînement en plus de nos 8 mois précédents pour nous préparer pour la traversée des Santa Monica Mountains. Et là on s'est senti prêt pour se lancer. Et puis voilà, c'était le moment de le tenter quoi. Alors j'imagine bien qu'il y a un certain rush d'adrénaline à faire cet exploit. Mais pourquoi avoir décidé de tout faire en une fois, alors qu'il y a des campgrounds, des terrains de camping, des chalets et même des cabines en bas du canyon ?
Paul me confie qu'il y a en fait 3 raisons. C'est quand même un lieu où il y a pas mal de gens qui veulent le faire, donc c'est assez compliqué. Il y a de la logistique pour réserver les campgrounds qui se trouvent au cœur du canyon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent... Genre c'est pris d'assaut au début de l'année pour toute l'année. C'est ça. Et il y a même des chalets. Les chalets sont réservés des... C'est un peu le problème des parcs nationaux. C'est ça, c'est la limite des parcs nationaux. Il y a un accès possible, mais après, voilà, c'est un peu compliqué de réserver. Donc déjà, voilà, on voulait pas s'encombrer on savait que ça allait être difficile, donc on n'a pas essayé. La deuxième raison, c'est être léger. Donc si on le fait sur une journée, on est quand même... on part sur des charges de 5 kilos à peu près. Alors que si on part sur plusieurs jours, on est sur des charges qui sont tout de suite de 15 kilos. La raison supplémentaire aussi, c'est de pouvoir se déplacer rapidement, de profiter de ce lieu et de le vivre intensément. Et aussi, puis une dernière raison, la quatrième, c'est se dépasser, quoi. C'est faire quelque chose qui nous paraît presque impossible et se dire mais est-ce que je suis capable de le faire, et se dire bon allez, je fais tout ce qui est mon possible pour m'entraîner, pour essayer d'atteindre cet objectif qui me paraît presque impossible, essayer de le rendre possible. On ne sait jamais si on va y arriver ou pas, mais essayer de le rendre possible et de savoir où sont nos limites. Comment j'arrive à profiter d'un lieu, sachant que je suis en train de courir en fait. La première chose par rapport à l'horaire, je me mets pas trop de pression là-dessus. Je fais quand même des estimations qui sont très larges parce que je veux pas me mettre la pression. Je veux quand même profiter du moment. Donc j'essaie quand même de donner des fourchettes qui sont assez larges, que je sais qu'ils sont atteignables sans que je me mette la pression en me disant je suis vraiment en retard, là ils vont envoyer les secours alors que j'en ai pas besoin. Donc ça, j'essaie d'être prudent sur ces prévisions-là pour justement profiter du moment et pas être stressé pour rien. Et après, par rapport à la gestion de l'effort, c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent de la nature et au calme, ils vont se mettre sur le bord d'une rivière et ils vont juste profiter de ce moment de repos, que ce soit mental ou physique, pour profiter de la nature. Et moi je suis un petit peu dans l'inverse en fait, dans totalement l'opposé. Pour moi, la façon dont je profite le plus de la nature et que pour rentrer, être immergé dans la nature, je veux que ça soit intense. Pour moi, le Grand Canyon, si on le descend en mule ou si on le descend juste 5 minutes qu'on remonte, et pour moi c'est pas ma façon de vivre le Grand Canyon. Après, c'est sûr que quand on est sur la berge du Grand Canyon, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais c'est vrai que pour vivre cette expérience du Grand Canyon, il faut le vivre de façon intense. Alors pour moi, de façon intense, ça veut dire des choses qui sont intenses pour moi. Et ça veut dire courir et faire des choses qui sont pour moi très difficiles. Pour quelqu'un d'autre, le vivre intensément, ça peut être tout simplement de descendre et de faire 3 km dans le canyon. Mais c'est vrai que quand on fait un effort physique, c'est là où pour moi on ressent encore plus la nature et on se rend compte et on s'imprègne du lieu et c'est comme ça pour moi c'est la meilleure façon de faire cette expérience de la nature. C'est de descendre une rivière en canoë ou en raft, où on se sent en fait un peu fragile par rapport à cette nature, et c'est comment évoluer dans cette nature qui est hostile, tout en restant vivant, bien entendu. Mais pour moi, c'est ça, vivre intensément la nature, ça passe par faire un effort intense. Si comme moi, vous avez eu un petit peu de mal à réaliser, sachez que 80 km de course à pied en une journée, ça représente à peu près l'équivalent de 2 marathons. Mais ce n'est pas tout, car qui dit Grand Canyon dit descente et montée, mais aussi variation de température. Il y a près de 2000 mètres de dénivelé entre le haut de la rive et le fleuve Colorado au fin fond du canyon.
voilà, en cumulé, ça fait à peu près quasiment 4000 mètres de dénivelé. Je crois que c'est 3008 en réalité. Ça fait beaucoup, mais c'est pas astronomique. Mais c'est vrai qu'après, ça fait quand même ça fait des beaux dénivelés sur la journée, sachant qu'en général, voilà, quand on fait des randonnées classiques en France ou même ici, et qu'on on a un sac à dos, quand on fait 2000 mètres de dénivelé sur la journée, ça fait quand même déjà une très très belle journée. Donc là, c'est quasiment le double. Hop là, camping à l'hôtel. C'est parti pour le petit déj. C'est parti, hein. Ça serait arrivé en bas, là. Ouais. Ça, c'est la partie facile. Pas du tout combien de temps on va mettre pour la montée, quoi. Je sais pas, on a fait 1 heure de descente, hein, un peu plus. Ouais. Une des problématiques principales du Grand Canyon, c'est la chaleur. Donc là, il peut faire des chaleurs très très chaudes. On peut on peut être en haut d'une berge à 2000 ou 2200 mètres d'altitude, où est-ce qu'il fait 15 degrés, 16 degrés. Voilà, on a petite veste et on se sent bien. Mais après, dans le canyon, on peut descendre et il peut faire 40 degrés, 41 au soleil. Donc ça peut être, voilà, c'est des deltas de température énormes. Et forcément, les implications sur le corps, voilà, on peut être en surchauffe et on peut mourir d'une insolation si on n'arrive pas à réguler notre température. Donc ça se prévoit. Donc c'est un peu difficile d'anticiper les temps. Moi, en général, je sais que dans mes entraînements, je dis à ma femme, je suis de retour dans 2 heures, et en fait, je suis de retour en 4 heures. Donc j'ai fait un prévisionnel et je ne l'ai pas multiplié par 2, mais je l'ai multiplié par 1.5. Et mon objectif, c'était de le faire entre 15 et 20 heures, et je l'ai fait en 19 heures. Donc, j'étais pas loin. On est parti très tôt le matin. On est parti à 4h45 du matin. Donc voilà, on part de nuit. L'objectif, c'est de passer le canyon avant que la chaleur arrive, de remonter sur la rive nord, et d'arriver là-haut au plus chaud de la journée, donc vers midi. Et puis après, c'est de redescendre dans le canyon en fin d'après-midi quand le pic de la chaleur est passé. Et donc, ça nous permet d'éviter en fait le pic de chaleur de la journée qui est le plus dangereux pour les humains. Il y a eu plusieurs pauses. Voilà, en général, c'est bien de s'arrêter moi, j'aime bien m'arrêter tous les 10-15 km pour faire une pause, juste pour me relaxer tranquillement, pour manger. C'est important de s'alimenter parce que voilà, on brûle beaucoup de calories et il faut que les calories rentrent. Et puis après, c'était une grosse pause sur la rive nord pour reprendre des forces, reprendre ses esprits. Mika était pas bien du tout. Et donc lui on se posait des questions sur s'il était capable ou non de repartir dans le canyon pour le retour. Donc on a fait une énorme pause, on a fait quasiment 2 heures de pause sur la rive nord. L'objectif, c'était de savoir si, après un long repos, si lui allait être capable de retourner dans le canyon ou pas. Et malheureusement pour lui, c'était une sage décision, que ce soit pour lui ou pour moi. Il n'est pas retourné dans le canyon. Et du coup, je suis reparti tout seul pour le retour. Et voilà, arrivé au Colorado, en bas du canyon, le soleil qui se lève sur le rim. Bon, on a fait un quart. Peut-être pas. Non, même pas. 1h30, 1h45 même. Nous voici sur le Colorado River. On est au centre, au point le plus bas. Et on va faire une petite pause à Phantom Ranch. Et puis après, on va aller attaquer la montée. Je crois que c'est 20 km de montée. On a encore beaucoup de boulot. Mais on a déjà fait une belle partie. On avait décidé de le faire en fait avant le 15 octobre, parce qu'à partir du 15 octobre, la rive nord est fermée. Ce qui fait que si on a un problème, on savait qu'on était capable de faire 40 km, même si on se foulait une cheville ou quoi. Voilà, on savait qu'on était capable d'arriver jusqu'à la rive nord, même si c'était dans des conditions abominables.
qu'on allait y arriver et qu'on n'avait pas besoin de faire le retour. Donc pour nous, c'était vraiment un gage de sécurité de se dire on le fait avant la fermeture, parce que comme ça, on n'a pas besoin de faire le retour. Moi, dans ma tête, c'était si on arrive de l'autre côté, on va arriver à faire le retour, et je m'étais jamais projeté comme quoi il n'y en avait qu'un de nous deux qui allait y arriver. Mais ma femme m'avait posé la question 2 jours avant, et je m'en souvenais même plus, c'est elle qui m'a rappelé, parce que je m'en souvenais plus. Elle m'a dit je t'ai posé la question et tu m'as répondu que tu le ferais, que tu repartirais tout seul. Mais je m'en souvenais plus, et c'est ce que j'ai fait en fait. Décision très dure. Mika était dans l'abîme, donc on a pris la sage décision de ne pas retourner dans le canyon. Il prend une navette pour le retour, et pour moi voilà, je repars dedans. Très difficile aussi, mais bon, il faut faire ce qu'il y a à faire. Allez, à plus. Alors, on a eu de la chance, il y a beaucoup de gens qui font le rim to rim, donc ils font que l'aller. Et forcément, les gens laissent des voitures sur la rive sud et se retrouvent sur la rive nord. Et voilà, il y a des navettes commerciales, mais il est un petit peu tard pour ça. Mais il y a aussi, voilà, il y a des gens, il y a des amis de la famille qui attendent leurs proches et qui retournent sur la rive sud. Donc, je vais les demander à une personne. La première personne à qui je demande, il me dit « Oh, je retourne sur la rive sud ». Et je lui dis, t'as une place de disponible? Et il m'a dit, oui, j'en ai une. Donc voilà, ça m'a pris 30 secondes à organiser. Et Mika avait son ticket retour gratuit pour retourner sur la rive sud. Donc ça, c'était réglé. Il n'y avait plus ce problème de logistique pour lui. Du coup, il a pu revenir facilement. C'est quand même 4 heures de route, hein, c'est pas juste à côté. Bon, j'étais pas serein, hein, c'est clair. Hein, j'ai eu ma femme au téléphone. Ma femme, elle était en train de dire, mais est-ce que tu te sens bien? T'es capable de le faire? Bon, moi j'étais là, je me sentais bien, hein, j'étais fatigué bien entendu, parce que 40 km ça fait déjà mal aux pattes. Mais c'est un peu un grand saut dans l'inconnu, c'était difficile de laisser son pote derrière, voilà, avec l'objectif commun, le rêve commun, et donc j'étais j'étais triste pour lui, ça c'est sûr quoi. Et puis après, pour moi c'était un énorme saut dans l'inconnu, je me demandais si j'en étais capable, hein, donc c'était j'ai eu un gros coup de mou, je suis parti quoi, je me suis dit bon allez, t'es capable de le faire, j'y vais. Je suis parti sur le chemin, j'ai mis mes mains, j'ai contracté mes biceps et j'ai fait en gros je peux le faire quoi. Et puis je suis parti, enfin c'est très personnel, hein, mais j'ai toute l'émotion qui a remonté et j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux et les larmes qui ont coulé sur mes joues parce que c'était tellement intense. Pour moi, c'était voilà, l'aller, ça se faisait quoi, et le retour, c'était là que pour moi, c'était voilà le challenge, l'exploit. Et voilà, j'ai même, tu vois, j'ai la voix qui tremble rien que d'y penser, tu vois. Et je me disais, ben voilà, là, maintenant, ça y est, maintenant c'est le grand jeu qui commence, quoi. Et donc voilà, je suis reparti. J'ai eu quinzaine de minutes qui étaient un peu délicates, tu vois, psychologiquement. Et puis après, voilà, je me suis remis dans la course. Je me suis fait confiance. Et c'était marrant parce que, enfin, c'est hyper personnel. Mais je fais attention aux signes de la nature, en fait. Il y a ce Stellar Jay. Ça, c'est un G, c'est un type de G. Et c'est un oiseau. Et il était magnifique. Ils ont des robes bleues. Et celui-là avait une robe bleue intense. Et c'était marrant parce qu'on a l'impression qu'il suivait le chemin et qu'il me montrait le chemin, quoi. Et en gros, qu'il était là et qu'il disait, tu peux le faire, quoi. T'es là, c'est ton chemin. T'as juste à le prendre et tu vas y arriver, quoi. Et ce petit oiseau m'a redonné confiance, quoi. Ce qui est totalement ouf, quoi. Alors voilà, je viens de franchir le mile 30, ce qui fait en gros un peu plus de 45 km. Voilà. Le soleil se couche sur le Grand Canyon. Voilà, je vais faire la fin de nuit.
Il n'y a plus de personnes sur le chemin, quasiment. Et donc voilà, je me sens bien. Encore 10 km jusqu'au Colorado. Et puis après, c'est la montée, la dernière, par Bright Angel. C'est ça le bon goût. Alors donc du coup tu reprends ta descente après ces 15 minutes de grand doute. Tu mets combien de temps à ce moment-là pour arriver retourner en bas du canyon? Le canyon n'est pas symétrique, si tu veux. La distance entre la rive sud et le Colorado, c'est à peu près une dizaine de kilomètres. Mais il y a quasiment 30 kilomètres entre le Colorado et la rive nord. Donc t'es là, tu te dis, je retourne au Colorado, quoi. Donc c'est un objectif mental qui est super important parce que tu dis que tu arrives au plus bas du canyon, quoi. Mais il y a 30 km, quoi. Et donc ça fait quand même loin. Je suis parti, il était à peu près 15 heures. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que tu arrives au Colorado avant la nuit. Et j'ai couru 3h45 non-stop. Je sais pas comment le dire, mais voilà, je m'étais mis cet objectif-là, je voulais avancer, en fait. Parce qu'en fait, déjà, quand se déplacer de jour, c'est beaucoup plus facile que se déplacer de nuit. Quand tu te déplaces de jour, tu peux anticiper, en fait, tu vois beaucoup plus loin, alors que quand t'es de nuit, t'as ta frontale. Donc tu anticipes beaucoup moins ce que tu vois devant toi. Tu vois juste 3 mètres devant toi, alors que quand il fait jour, tu profites aussi du paysage, quoi. Et après, la grosse différence, c'est qu'avec une lampe frontale, ta vision, elle passe d'une vision 3D à quasiment une vision 2D. Donc tes muscles, ils sont beaucoup moins détendus. Les rochers, tu les vois moins. Tu subis plus le chemin et tu arrives à moins t'adapter au chemin. Tu poses ton pied à un endroit, tu penses que c'est plat, mais en fait, là, c'est pas plat. Donc tes chevilles sont pas bien placées et tout ça. Donc c'est beaucoup plus contraignant de naviguer de nuit que de naviguer de jour. Donc je me suis dit, voilà, maintenant il faut avaler. Et j'avais un petit espoir aussi, c'est qu'il y a un ranch juste à côté du Colorado et ils servent à manger, mais ils servent aussi des limonades qui sont méga sucrées. Et tout le monde parle des limonades du Phantom Ranch et j'étais persuadé qu'il était fermé parce que j'avais vu qu'il fermait à 4 heures le soir. Mais j'avais cette petite lueur d'espoir de me dire qu'un ranch qui ferme à 4 heures de l'après-midi au cœur du Grand Canyon, sachant que c'est le seul petit îlot de vie à des kilomètres à la ronde, je me suis dit, il faut que j'y arrive le plus tôt possible parce que peut-être que je vais réussir à voir ma limonade. Et j'arrive à 6h45, je vois la lumière dans le ranch. Et là, j'accélère pour être sûr que ça ferme pas juste devant moi. Et j'arrive au comptoir, j'ai fait « Vous êtes ouvert ?» La serveuse qui me dit oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit donnez-moi le truc le plus sucré que vous avez. Et elle m'a servi sa limonade qui était très bonne. Et du coup ça m'a redonné énormément d'énergie. Il y a plusieurs filets de sécurité. Bon, déjà le premier, à part pour le retour, c'est que voilà, on était en binôme. Donc s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, quelqu'un d'autre peut aller chercher de secours. Sur le retour, j'étais seul, mais il y a quand même quelques personnes sur le sentier. À l'aller, il y avait quand même du monde. Sur le retour, j'ai croisé quasiment personne, mais il y avait du monde sur le chemin. Donc voilà, s'il y a un souci, tant qu'on reste sur le chemin, c'est quelque chose de très important, ne jamais sortir d'un chemin quand on est en situation de détresse. Il y a forcément quelqu'un qui va passer à un moment donné. L'autre filet de sécurité, c'est sur ce chemin, il y a quand même des rangers qui se trouvent à plusieurs endroits sur le chemin. Donc même si on se fait mal, mais qu'on peut quand même continuer à se déplacer, on peut retrouver des rangers sur le chemin. Voilà. À certains endroits où il n'y a pas de rangers, il y a aussi des endroits où il y a des téléphones de secours. Donc même s'il n'y a pas le réseau, il y a des téléphones filaires, je crois à 3 endroits différents. Donc ça, je pouvais compter sur ça.
Et puis après, le cas extrême, c'est il n'y a personne pour m'aider et je ne peux pas rejoindre les Rangers, je ne peux pas rejoindre un téléphone. Et j'ai de quoi passer une nuit, même une nuit un peu extrême. S'il faut dormir sur le chemin, je peux dormir sur le chemin. J'ai une petite veste, j'ai une couverture de survie. Et puis après, dans le cas extrême, même si après on passe en mode survie, donc que ça soit légal ou pas, on s'en fout. Je peux faire un feu. Et donc même si c'est un tout petit feu juste à côté sur le chemin, et voilà, je le protège pour pas mettre le feu à un Grand Canyon. Même s'il n'y a pas beaucoup de végétation, voilà, je peux faire un petit feu pour me réchauffer et faire et passer la nuit. Et puis après voilà, le lendemain, il y aura forcément quelqu'un qui passe. Ce qui est très important, c'est aussi de s'assurer que quelqu'un sache ce qu'on fait, connaissent l'heure à laquelle on part et l'heure prévue d'arriver. Voilà, Mika le savait et ma femme savait. Donc même s'il arrivait un truc à Mika et qu'il avait un accident de voiture sur le retour et qu'il était inconscient, ma femme savait que à partir de 22h ou minuit, si je sortais pas du canyon, c'est qu'il y avait un souci. Et puis après, elle rentre en contact avec les rangers du canyon. Ils s'appellent, ils savent que il est sur le rim to rim, il rentre pas, et bon, de suite ils mettent en place un parcours, ils vont partir à ma recherche, et du coup là je serai sauvé. S'il n'y avait pas tous ces rangers, s'il n'y avait pas ces téléphones d'urgence, si on met toutes ses chances de son côté pour rentrer vivant, il faut partir avec un téléphone satellite ou une sorte de système d'appel d'urgence, une balise de détresse pour pouvoir communiquer qu'on a besoin d'assistance. Si on le fait sans, en partir en solo, c'est les gens le faisaient à l'époque, c'était juste des rendez-vous, ils disaient demain je suis censé être de retour à ma voiture à 10h du matin. S'ils n'étaient pas de retour à 15h ou à 18h, ils savaient sur quel chemin ils étaient et les secours partaient à leur recherche, quoi. Maintenant avec les balises, on peut venir en assistance de façon plus instantanée. Allez, c'est parti. Je pars de Phantom Ranch où j'ai fait une grosse pause. Et donc voilà, je vais attaquer la dernière montée. Ça va être à 15 km et 2500 mètres de dénivelé. Voilà. Je ne sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il est 7 heures. Ça va me prendre peut-être 4 heures. Et c'est la fin. Allez, c'est parti, dernier effort. Donc là, je suis resté quand même presque 1 heure à Phantom Ranch. Voilà, j'ai bu 2 limonades. Je me suis forcé, j'ai cru que j'allais poser une galette. Mais bon, il me fallait des calories et voilà, on arrive à un moment donné où on peut presque plus manger, donc on peut plus déglutir correctement, donc c'est plus facile de boire. Je savais que j'allais finir. Ça, j'avais plus de doute, mais je savais pas combien de temps j'allais mettre. C'était ça un peu l'inconnu pour moi. Et donc quand je suis reparti dans ma tête, je me suis dit, c'est 10 km, 2000 mètres de dénivelé, et je me dis 4 heures. Je peux le faire en 4 heures. Dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, quoi. Et je suis reparti en courant. Chose que je ne pensais pas être capable de faire après autant de temps, quoi. Et donc je suis reparti en courant, j'ai traversé le Colorado de nuit, et ça c'était assez fou parce que t'es dans le noir, t'es sur cette passerelle, et peu importe où c'est que tu éclaires, le seul truc que tu vois c'est la passerelle, et tu ne vois pas du tout tu vois pas la rivière, et tu vois plus du tout le décor dans lequel tu évolues. Et ça y est, traversée du Colorado de nuit et cette fois-ci. Et voilà. Gros objectif intermédiaire avant la dernière montée. Donc c'est un peu cette passerelle dans le vide, quoi. Encore un saut dans le vide, quoi. Et puis après, j'attaque la montée. C'était un chemin que je ne connaissais pas, donc il n'y avait pas
j'avais pas de repère mental où je savais où j'allais. Je me disais, ah bah tiens, t'as fait ça, c'est bien, t'avances bien. Donc, dans ma tête, même si j'avais un GPS qui me disait voilà où j'en étais, combien il me restait, je me suis dit, je ne regarde plus mes distances. Voilà, je vis dans l'instant présent pur et je veux pas me dire, il me reste encore, il me reste 3 km, il me reste 2 km 8, il me reste 2 km 5 et dans ce moment où je voulais perdre la maîtrise du temps. Parce que je me suis dit qu'en perdant la maîtrise du temps, en fait, j'allais arriver mentalement, ça allait être plus facile pour moi. Donc, j'ai plus regardé en fait le GPS, j'ai plus regardé ma montre et j'ai juste, je me suis concentré sur vraiment l'instant présent et c'était un pas après l'autre. Bien entendu, ça monte, donc là, je ne cours plus, ça monte quand même sévère. Et voilà, je me concentre sur chacun de mes pas et je rentre dans cet état presque hypnotique, je réfléchis même plus en fait et puis j'avance mais après je croise, on voit des lumières et des gens en fait, d'autres personnes qui sont pas encore sortis du canyon, qui ont fait peut-être la même chose que moi ou qui ont fait autre chose et donc voilà, je les double, je discute un peu avec eux. Il y a des gens qui sont quand même en détresse aussi. On croise des gens, ceux qui finissent tard, c'est ceux qui galèrent quand même. Et donc voilà, donc je leur demande, ils sont pas en détresse pure, mais bon, on sent qu'il y a quand même de la souffrance physique. Donc je prends leurs nouvelles, je leur demande comment ça va, je leur pose des questions pour évaluer en fait s'ils sont effectivement dans une situation de détresse ou non, quoi. Donc là, c'est les seuls moments où en fait je vais de nouveau regarder ma montre, de nouveau regarder mon GPS, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de là où ils sont et de combien de temps ils vont encore mettre pour arriver à sortir du canyon. Et voilà, j'ai croisé plusieurs groupes qui voulaient sortir du canyon le jour même, mais qui font le choix de passer la nuit en fait sur les chemins. C'est quand même dingue, quoi. Donc c'est pas des trucs, c'est pas des sentiers à la légère, quoi. Voilà, quand on fait des randos classiques, on rentre à la voiture, même si on finit de nuit. Mais là, les gens sont dans des états de fatigue extrême et les gens font des choix de dormir en fait sur le chemin. Et la chose la plus dingue que j'ai vue, c'est quand on se rapproche de la fin de la rive, il y a 2 arrêts avec des maisons, avec des téléphones de secours. Donc il y a la Mile 3 House, donc c'est la maison à Mile 3, donc à peu près 5 km. Et après, il y a la maison à la Mile 1.5 House, donc c'est la maison qui a 2 km. Et là, à 2 km de la rive, donc les mecs, ils sont juste là, il y a 2 personnes qui ont décidé d'arrêter et de dormir. Ils n'avaient même plus la force de faire les 2 derniers kilomètres. ce qui est dingue, ça montre dans l'état d'épuisement dans lequel on peut se trouver quand on fait cette traversée ou quand on s'engage tout simplement dans le canyon. Donc moi psychologiquement, les gens avaient l'air bien, moi je continue mon trajet, mais c'est vrai que psychologiquement quand j'ai vu cette première maison au kilomètre 5, deuxième maison au kilomètre 2, voilà, je sais que c'est bon, quoi. C'est juste là, je peux presque toucher le bout de la rive là, et là c'est des grosses émotions aussi qui arrivent. Et puis quand Mika, j'ai pu communiquer un petit peu avec lui, qu'il y avait du réseau de nouveau, donc il savait que j'arrivais, donc il m'attendait au sommet. Puis à un moment donné, voilà, il m'appelle et j'entends sa voix, donc je sais que c'est la fin. Et puis après voilà, j'accélère et je veux juste en finir, quoi. Et je veux un gros câlin, quoi. parce que j'en ai besoin. Oh là là. Oh, he's beautiful. Look at that. Look at this. Voilà, l'arrivée, ça a été très émouvant. Enfin, c'était vraiment juste, c'était même un peu avant l'arrivée.
quand je savais que j'allais y arriver, plus que l'arrivée en elle-même, où là, de nouveau, les larmes me sont montées aux yeux. Et puis après, ouais, les 100 derniers mètres, c'est vraiment cette rage de la réussite, quoi, où j'ai tout le feu de la détermination qui était en moi et que là, je laisse exploser, quoi, et je suis en train de crier, quoi. Et puis je suis trop heureux, quoi, d'avoir réussi ce défi. On doit mettre du temps à atterrir en arrivant d'un périple pareil. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à y croire et j'ai toujours un petit peu de mal à y croire, quoi, que j'ai réussi à faire ça. Mais après, voilà, enfin, moi je me considère pas du tout comme une personne extraordinaire. Moi je suis juste un mec ordinaire, quoi. Après je me lance des défis un peu barjots, mais en fait c'est bien plus accessible qu'on ne le pense, quoi. Si on se donne les moyens, en fait, et qu'on a vraiment un rêve, ça paraît un peu cliché, hein, ce que je vais dire, mais c'est vrai que si on se donne les moyens, on peut y arriver, quoi. Moi, il y a 2 ans, je courais à peine, quoi. Je faisais 4 km. Ouais. Je faisais 4 km dans les Santa Monica Mountains, mais j'étais en PLS, quoi. J'en pouvais plus de la vie, quoi. Donc, faut qu'on refasse cet épisode dans 2 ans. Tu auras peut-être traversé le pays un peu, je sais non, pas. Peut-être pas. Après, il faut que je travaille quand même. J'ai une famille aussi. Mais voilà, en fait, et je pense que l'important, c'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Moi, je fais pas du sport pour faire du sport, ou je lance pas des défis pour me lancer des défis. C'est vraiment, voilà, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et pour moi, voilà, traverser le Grand Canyon, c'était quelque chose de mythique et d'extraordinaire. Et l'objectif, c'était de prendre du plaisir. Et je savais que pour prendre du plaisir, il fallait beaucoup s'entraîner. Donc, je me suis beaucoup entraîné. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout. Tu leur as raconté, j'imagine, à tes enfants ce que t'avais fait. Tu leur as raconté peut-être avant de le faire aussi. Est-ce que c'est important justement pour toi de partager ces instants peut-être que je sais pas, ça les inspire, ça leur donne envie aussi de se dépasser. Enfin, est-ce qu'il y a une intention comme ça un peu plus lointaine, j'allais dire, que l'exploit en lui-même vis-à-vis de tes enfants? Je leur dis juste simplement ce que je vais faire, et ça les fait halluciner. Ils se disent, mais comment tu vas faire ça? Mais c'est pas possible. Et puis après, voilà, je leur partage juste j'essaie de leur transmettre le plaisir que j'éprouve quand je fais ce genre d'exploit. Le Grand Canyon, ils n'ont pas pu être là pour l'arrivée, parce que c'était quand même loin de là où on habite. Mais après, je sais qu'ils étaient là pour l'arrivée quand on avait traversé les Santa Monica Mountains, donc les 110 km. Et où je les avais eu au téléphone, là il y avait du réseau, donc ils m'envoient des messages régulièrement pour me donner de la force. Et ils étaient là pour l'arrivée, et c'est vrai que c'était magique. Ils étaient trop heureux que j'ai réussi, quoi. Et après, c'est vrai que pour moi, la nature, c'est quelque chose qui est très important. C'est là où je me ressource, et je pense que c'est là aussi où beaucoup de gens se ressourcent. Et je pense que c'est là aussi la nature, c'est un endroit où beaucoup de monde devrait se ressourcer, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Et je sais que moi, la nature m'a apporté énormément de stabilité dans ma vie. Et je souhaite transmettre ça à mes enfants, parce que je sais que quand ils seront grands, ça va les aider dans des périodes difficiles, que ce soit de stress ou que ce soit des moments d'anxiété. Voilà, partir dans la nature, ça fait énormément de bien à la santé mentale. Et en plus de juste le plaisir d'être dans la nature. Et je souhaite, et je leur transmets ça, en fait. Voilà, avec les enfants, c'est vrai que je peux pas les emmener sur des choses comme ça. C'est beaucoup trop extrême, même si après il y a des gens qui font des choses, voilà, sur des longues durées. Pendant plusieurs semaines, ils vont partir avec leurs enfants. Il y a des choses extraordinaires qu'on est capable de faire avec les enfants. Voilà, moi je fais beaucoup de choses avec eux sur des choses, voilà, qui sont beaucoup plus petites, voilà, à leur échelle. Là, quand mes enfants, ils ont 6 et bientôt 9. Donc ils sont encore très jeunes, ils sont pas du tout encore dans le dépassement de soi. Voilà, ça c'est des notions qui arrivent quand même plus tard. Voilà, l'important c'est que les enfants, si on veut transmettre, il faut que les enfants prennent du plaisir.
Donc voilà, on est vraiment dans la prise de plaisir. On fait des petites randonnées ludiques. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'on puisse lancer des cailloux, il faut qu'on puisse crier, qu'il y ait des échos, qu'on puisse appeler l'écho. Voilà, qu'on donne des objectifs s'il faut marcher 10 km parce qu'il y a une cascade exceptionnelle. Bon, voilà, c'est les choses où ils vont prendre du plaisir pour se dépasser sans s'en rendre compte et créer des souvenirs et planter des graines pour le futur. C'est canon, et puis c'est chouette en fait de montrer qu'on peut effectivement faire beaucoup de choses en famille. Parfois on se pose des limites conscientes ou inconscientes, on se dit ça va être compliqué ou ça va être impossible, et je trouve que c'est chouette. T'as un chouette compte Instagram d'ailleurs sur lequel tu parles beaucoup de ça, tu partages beaucoup de tes expériences et ça donne envie. En fait même moi je m'étais posé des limites quand j'ai eu mes enfants, et j'ai eu une période où je pratiquais beaucoup moins j'étais beaucoup moins dans la nature parce que quand on est parent, quand on devient parent, c'est quand même un grand bouleversement et on se demande ce qu'on est capable de faire avec nos enfants. Et c'est vrai qu'on est capable de faire, en fait, on se met souvent nos propres limites et on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et en fait, le plus dur, c'est de partir, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est on part avec nos enfants et une fois qu'on est parti, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pensait. Et moi, c'est vrai que pendant une période, quand je me retrouvais seul un week-end à la maison avec mes enfants, je partais camper, en fait. Pour moi, c'était plus facile de partir camper que de rester à la maison et de m'occuper des enfants à la maison. Voilà, il fallait faire à manger, ils voulaient regarder la télé, mais non, il fallait. Moi, je préférais qu'on sorte dehors, mais ils n'avaient plus envie parce qu'ils voulaient faire autre chose. Enfin, tout est compliqué. Et en fait, on leur dit on va camper. J'appelle d'autres copains qui ont des enfants, ils nous rejoignent, on part camper, voilà. Et puis on est dans la nature, on profite, on taille des bouts de bois, on fait un feu de camp, on fait des chamallows grillés le soir. Les enfants qui mettent les bâtons dans le feu et qui s'amusent avec le feu. Et en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est des choses simples et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Paul pour ce superbe partage et je lui adresse un grand bravo ainsi qu'à son ami Michael pour cette traversée hors du commun. J'espère que ce voyage vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou même à nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts, ça nous aide énormément. C'est ainsi que s'achève le mois de novembre. Tradition oblige, écoutons un petit extrait pour savoir ce que nous réserve le mois de décembre. Tu vois, je serais resté en France, j'aurais fait la fac de Nanterre et basta. Tu vois, et vraiment, c'est ce côté, les opportunités ici sont dingues. Et voilà, on est passé de 2 potes français qui étaient à Charleston à venir à DC pour une meeting des correspondants. Première chose que tu dis quand tu rencontres de nouvelles personnes, t'es français. Bon, tu dis ton prénom et après tu dis I'm French. Et c'est souvent, ça aide souvent parce que les gens aux États-Unis, ils adorent les Français. C'est vraiment un truc incroyable. Dès que tu dis que t'es français, ça commence à essayer de parler français. Oui, baguette, croissant. Voulez-vous coucher avec moi? Et c'est toujours ces phrases-là qui sortent en première. Et c'est incroyable parce que ça tisse des liens. C'est magnifique. En vrai, d'être français, c'est incroyable, surtout à l'étranger. Bon, après, quand t'es en France, c'est basique. Mais à l'étranger, c'est vraiment ça, c'est un plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.